Salut à tous attends mais non mais j'ai fait ça y est je fais le Jean, t'as vu? T'as vu comme Salut à c'est tous. très très dur de lancer sans faire le genre. T'as vu Putain, terrible c'est quoi. compliqué, hein, Attends. c'est compliqué. Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Tales. Et bon, pour m'accompagner, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Ça va, Jean? Ah oui, le meilleur de tous, le fidèle acolyte. Oui, ça va bien et toi? Oui, tu es Robin et je suis Batman, ça me va. Non, Bon. je refuse de rentrer dans cette relation. Ah, tu préfères être Alfred? Ouais, y a pas de problème. Oh, putain, le mec. Bon, donc on est quoi? On est épisode 2, saison 2. Ouais, c'est ça, Ah ouais. ouais, ça avance bien et du coup, voilà, on tient tout de suite à s'excuser pour les difficultés techniques qu'on a eues lors de la dernière prise. Petit problème de Bon, son. franchement, ça allait. Hein. Oui, mais voilà. Non, mais ça y est, tu viens de retrouver... Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le son de Jean qui vient de revenir. C'est bon. Exactement. Disons que mon setup avait besoin d'un petit upgrade et c'est bon. Bon, des petites news. Comment ça va, toi? Bah écoute, moi ça va bien. Ici il fait beau, je sens le soleil, je suis content. Ouais, le soleil dans le nord de la France. Lol, on aura tout dit. Est-ce que t'es pas ébloui par... Regarde-moi cette magnifique Si, fenêtre. c'est vrai qu'il fait plus beau que chez moi, j'avoue. C'est vrai, Regarde t'as ça. raison. La caméra, elle est tellement éclairée qu'il y a une espèce de contre-jour dégueulasse. Non, mais t'as raison. On essaie, de temps en temps, on essaie de poster des messages pour demander de l'aide sur des forums de JDR et puis on se prend des savates dans la gueule parce que apparemment il faut être expert de je sais pas quoi. Si ton groupe n'est pas un groupe ultra expert, forcément c'est nul ce qu'ils font, tu vois. Non mais c'est tout, tu joues à un jeu de bourrin et on t'a répondu de la jouer en mode plus subtil. Chacun sa façon de voir les choses. Oui, non, mais c'est pas ça. J'ai pas aimé qu'on critique mon groupe de jeu, ça va quoi. Oh Ils ont là le droit là. d'être. Mais non, mais ils ont le droit d'être novices. Enfin, je veux dire, chacun. La Voilà, faut maman laisser poule. le temps aux gens de progresser. C'est normal qu'au début, ils aient pas les réflexes, quoi. Enfin bon, on va faire la fameuse rubrique, le CMDA. Alors, Jean, comment as-tu mal dépensé ton argent ce mois-ci? En vrai, niveau jeu de rôle, j'ai pas pledgé énormément de choses. Ouais, enfin bon, t'as tellement craqué qu'on va arrêter de. Oui, au niveau jeu de rôle, ça va. Ouais, c'est pas du jeu de rôle, ça compte pas, c'est différent. Mais du coup, j'ai participé à la campagne de Zweihander, alors je sais pas si je le prononce correctement, qui est un jeu de rôle qui, dans le même style que ce dont on va parler aujourd'hui, parce que ça parle de Dark Fantasy également, mais plus dans un délire, on va dire, il se situe même entre Attends, tu veux Warhammer dire, et Game of Thrones. Dark Fantasy. Donc j'ai participé à ça, et niveau jeu de rôle, bah c'est tout pour ce mois-ci. Oh là là, attends. Comment ça, c'est tout pour ce mois-ci? Bah, Je disons crois pas que- que t'aies parlé de l'affaire Deleuze la dernière fois. Ah bon? Mais si, j'en avais parlé, non? D'accord. Bon, sachez que voilà, peut-être qu'un jour vous aurez un podcast sur l'affaire Deleuze parce que Jean est en train d'assidûment le préparer. Oui, c'est ça. Je vais lancer en janvier probablement une campagne, enfin l'affaire Deleuze en mode campagne sur Cthulhuac. Donc on verra bien comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est touffu quoi à préparer. En tout cas, ça a l'air sympa. Hein. Et t'as craqué de manière. Tu m'as dit c'est ma Madeleine de Proust, mais tu parlais Oui. de quoi quand tu m'as dit ça? Ben, on va dire que on fait aussi beaucoup de jeux de plateau et il y en a un. Bon, j'espère que ça verra le jour, mais bon, quand on voit tout ce qui se passe avec les jeux de plateau qui fonctionnent trop bien sur Kickstarter, on se dit que c'est dangereux pour eux. Mais il y a effectivement une boîte polonaise, je crois, qui a lancé Heroes of Might and Magic en jeu de plateau, qui reprend le design du 3e opus, qui était un jeu que j'ai surponcé quand j'étais jeune ado sur PC. Et donc du coup là, la campagne elle s'est envolée et moi j'ai pris effectivement tout ce que je pouvais prendre parce que j'adore ça. Quoi. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Ouais. Ok. Et j'ai aussi pledgé un petit truc qui s'est fini, mais on va dire c'est plus un petit jeu, c'est comment dire un labyrinthe Un puzzle. casse-tête là. Conan et la cité perdue de Tanuzul, le fameux. Donc voilà, Et toi Antoine, il me semble que t'as craqué en Moi, plus j'ai sur quelque pas chose trop d'interdit. craqué. Ah bah attends, t'as J'ai acheté craqué. littéralement un bouquin que tu ne peux pas ouvrir. 2 bouquins que tu ne peux pas Oui. ouvrir. Alors en fait, j'ai acheté parce que sur Black Book il y avait le Black Friday là. Enfin, il y a des grosses soldes et en fait, j'ai vu qu'ils faisaient des soldes sur Flaming Princess et à ma grande surprise, il y avait des soldes également sur c'est quoi déjà? Blue Maze of the Medusa. Je me rappelle pas du titre. en anglais. Maze of the Blue Medusa. Ah, c'est ça, la Blue Medusa, ouais. Et Qu'on vous fera peut-être un jour. le cadre de campagne aussi sur Alice là, le rouge.
Et ils étaient tous les deux soldés, donc j'étais en mode, franchement, ça peut être intéressant, mes joueurs ils seront chauds. Et en fait, il faut savoir que peut-être qu'un jour tu vas me le faire jouer, donc pour l'instant je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Comment ça, un jour? Je te rappelle qu'on avait dit qu'on commençait le labyrinthe en décembre. Oui, c'est vrai qu'on avait dit ça, mais bon. En décembre, allons-y. Attends, quel jour là? Terrible. Attends, il reste 15 jours là. Oui, c'est ça, donc faut que je vois si j'ai le temps de le préparer suffisamment vite, mais rien n'est perdu. On s'excuse d'avance, l'un de nous deux est complètement malade pour ce podcast, ce qui va probablement entacher la qualité sonore, mais pas la mienne. Non, mais c'est bon, il y a des passages que tu couperas, mais j'essaie de faire attention. Bon, le sujet du jour, c'est quoi? Attends, d'abord, on avait dit l'anecdote. On commence par ça. Bah non, d'abord, on parle d'abord on annonce d'abord de quoi on parle, non? Mais c'est déjà annoncé, c'est dans le titre, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ouais, d'accord. Bon, très bien. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Myr, un jeu de dark fantasy médiéval français, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, c'est important. Français, effectivement. Création française. Et est-ce que tu as envie de nous raconter une petite histoire que tu aurais vécue dans Myr? Ouais, bon allez, je me lance, je raconte une histoire. Donc moi je jouais un personnage, un gros bourrin, mais qui a quand même, qui est plutôt bon en combat, mais même dans les autres aspects du jeu et de tout ce qui est social, il est pas trop mauvais. Et on s'est retrouvé dans un endroit qui nous voulait du mal, ce qu'on appelle un écolieu, on reviendra là-dedans un peu plus tard, une espèce de maison. Et on est bloqué, il y a une trappe, et impossible de passer la trappe. On a tout essayé, la force, et rien ne marche. Et la maison autour de nous commence à se rétrécir, et on sent que si on tarde trop, on va être écrasé. Et à ce moment-là, on a tout essayé. Et il reste un objet un peu étrange dans la maison qui n'a pas sa place. Et il y a un de nos collègues... Johan, pour ne pas le citer, qui a décidé de s'ouvrir la main et de badigeonner de son sang cet objet, alors que bon, rien n'indiquait qu'il fallait faire ça, mais c'était assez drôle. Ouais, ça, on a un pote, il est un peu émo sur les côtés des fois, voilà, ça lui arrive d'avoir des choses un peu... Donc il était bien dans son élément, il fait ça, et rien ne se passe. Donc bon, désespéré, je décide de prendre le coussin et de pousser la trappe avec le coussin, et la trappe s'ouvre. Et là, le maître du jeu, il me regarde, il me fait « Tu es sûr que tu fais ça ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Ok, la trappe s'ouvre ». Donc ultra anticlimatique. Et je le regarde à ce moment-là, Johan, et je dis « C'est probablement ton sang qui a aidé. » Et ensuite, on a bien rigolé. Donc franchement, voilà, c'est un petit passage drôle de la session. Même si ça ne reflète pas le caractère un peu tendu et grave du reste de la session. Oui, c'est vrai, oui. Bon, j'ai aussi coupé le bras d'un père innocent, mais ça, on reviendra pas dessus. Non, je pense que c'était une erreur de parcours. Oui. Et toi, du coup, t'as une petite histoire à nous raconter? Ouais, moi j'ai bien envie de vous parler de la... En fait, c'est plutôt une histoire d'ambiance, c'est... comment dire? Les joueurs, ils ont tous des capacités, on va dire, spéciales, différentes. Toi, ton personnage, il était plutôt tourné, on va dire, sur le combat. Et il y a une des joueuses, Jessie, qui avait des capacités spéciales plutôt liées à un lien, on va dire, qu'elle était capable d'avoir avec d'autres personnages, joueurs ou non joueurs. Et il y a une scène où parce qu'elle avait choisi de suivre un PNJ important, elle a été capable de rentrer télépathiquement en contact avec ce PNJ, et donc du coup de voir et d'entendre à travers ses yeux. Et vous aviez déjà des gros doutes sur ce PNJ, vous demandiez si jamais il n'était pas en train d'essayer de vous trahir ou de vous manipuler. Et pendant cette scène, vous avez découvert en fait que ce PNJ que vous pensiez être un traître était en fait actuellement, très probablement, un gros traître. En tout cas que... Un traître, effectivement. Disons que... Contrairement à ton autre groupe de jeu qui est là genre « Oh, Pirlipimpon, il est trop gentil ce monsieur, il nous aide trop ». Exactement. Nous, on était là genre « Lui, c'est un connard. Il est beaucoup trop gentil. » Et puis on te connaît, on sait quand Jean il fait des gens gentils, c'est que c'est des connards. Non, pas à chaque fois, c'est faux. Mais on va dire que dans ce jeu... les personnages gentils sont quand même relativement rares. Et donc du coup, vous avez découvert assez rapidement que ce personnage, il fallait probablement s'en méfier. Parce que bon, tu sais pas s'il est de ton côté ou pas, mais en tout cas, il te dit pas tout. Et effectivement, j'ai fait ce grand scénario avec un autre groupe qui a agi complètement différemment,
Et jusqu'à la fin de la deuxième session, ils étaient persuadés que le vrai gentil, c'était lui, et ils ont découvert à la fin que probablement pas. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le jeu, et on va en reparler beaucoup, c'est en fait, en fonction des joueurs, les scénarios, même si jamais ils sont très écrits, prennent des formes complètement différentes et des chemins complètement différents. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, donc on parle de quoi? On l'a dit, on va vous parler de Myr. Voilà. C'est un jeu français. Et donc la maison d'édition, si je me trompe pas, c'est Little Dusha. Ouais, c'est ça, c'est leur premier jeu en plus. Hein, donc, Ouais. un premier essai sur un jeu assez original, on va dire, dans le monde, dans le jeu de rôle. Donc on peut peut-être détailler Ouais, donc rapidement. Ouais, vas-y, je te laisse Rapidement, détailler. c'est un jeu qui a été financé en campagne participative sur Game on Tabletop en début d'année, en 2022, en janvier 2022. Et qui a réuni lors de la campagne un peu plus de 50 000 euros. Et si jamais on compte le light pledge, ça est monté jusqu'à un peu plus de 60 000 euros. Ouais. Il y a deux personnages, n'importe quoi, deux auteurs principaux dans cette maison d'édition. Donc on va les citer, hein, Adrien Dumonchot et Valentin Riverdi, qui ont porté ce jeu et qui continuent à être très actifs sur les forums pour répondre en fait aux questions. C'est les gens en fait derrière ce jeu, derrière le système et l'univers. D'ailleurs le jeu, donc il faut savoir que c'est un jeu qui a fait beaucoup parler et qui a quand même eu un gros succès parce que plus de 50 000 euros, mais c'est pas un livre de base, c'est un starter kit. Et donc franchement, ouais. C'est quand même énorme pour un starter kit d'avoir ce financement participatif là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la maison d'édition? Je crois pas, hein. Enfin on va faire rapidement le tour. C'est leur premier jeu, ils ont pas fait d'autres choses. Pour l'instant ils sont en train de développer la suite de la gamme dont on parlera après. Le jeu il n'a pas d'édition traduite pour l'instant, il existe qu'en VF. Et voilà, c'est tout, on espère qu'il aura une belle vie. Bah oui, donc en gros, pour vous décrire un peu l'univers, on va parler rapidement alors des inspirations peut-être qu'ils ont eues, mais aussi de à quoi ça nous fait penser. Moi, tout de suite, ça m'a fait penser dans l'ambiance à un jeu vidéo bien connu, c'est classique de dire ça, mais à du Dark Souls. On est vraiment dans ce côté, il y a ce côté ambiance un peu sombre, avec un côté un peu grandeur passée, désuet, enfin, je trouve qu'il est assez bien représentatif du jeu. En fait, c'est drôle parce que c'est tellement évident. Tu sais, que j'y ai pas pensé, quand tu m'en as parlé, j'étais là, évidemment que ça ressemble à du Dark Souls. Ouais. Mais genre, c'était tellement évident que je l'ai pas vu. Je dis ça parce qu'en fait, je cherchais des musiques pour sonoriser la partie. Et du coup, j'ai sonorisé avec d'autres trucs. Et quand j'en parlais avec Antoine, il m'a juste dit, mais attends, mais en fait, ton jeu, là, mais tu mets du Dark Souls dessus, ça va marcher tout seul. Et effectivement, et je peux te dire que pour la prochaine session qui va avoir lieu, je pense, la semaine prochaine, mes joueurs, ils vont bouffer du Dark Souls. Et bref, voilà, c'est effectivement, l'inspiration, elle est évidente. Enfin, en tout cas, l'ambiance proche. Ils ont dit que c'était aussi inspiré de Warhammer, il me semble. Peut-être pour le côté un peu fantasy crade. Ouais, et probablement. Peut-être aussi le côté pas religieux, mais un peu, quoi. Tu sais, ce côté. Enfin, il y a une partie religieuse importante dans le jeu. Enfin, religieuse, on se comprend, des courants. Et dans Warhammer aussi, où t'as vraiment. Sigmar, tout ça. Moi, je pense que religieux, tu peux le dire, hein, vraiment, il y a tous les attributs il y a le côté la foi, les gens, les croyances, les choses comme ça, enfin, et des institutions qui sont proches, on va dire, de clichés d'institutions religieuses, et je dis bien clichés, de l'époque médiévale. Donc non, je pense que c'est très adapté de parler de religion pour ce jeu-là. Ouais, ils ont aussi dit que c'était inspiré de Vampire la Mascarade pour la création des scénarios. Ça, on y reviendra un petit peu. Je pense que après nous, Vampire, on connaît pas trop. Enfin, moi, j'ai jamais joué. Ouais, donc, mais je pense voir ce qu'ils veulent dire. Et puis, il parlait aussi d'Empire byzantin. Et effectivement, il y a ce côté un peu dorure, un peu passé. Enfin, vraiment, on est dans ce genre de, même au niveau de la direction artistique, c'est un peu dans ce délire-là. Enfin, d'ailleurs, on reparlera de la direction artistique qui est complètement folle, mais ça sera dans un second temps. Et pour le côté juste Vampire, de ce que j'en sais, Vampire, c'est quand même un jeu qui est très porté sur la manipulation politique, les complots et la trahison. Et en fait, quand tu vois la manière dont sont écrits les scénarios,
oui, en fait, on est dans un délire proche de ça, puisque la partie politique, intrigue politique, à côté de la partie fantastique qui va avec les chasseurs d'écho dont on va reparler, elle est très présente et même finalement dans les scénarios aussi importante que la partie fantastique. Donc il y a vraiment ce côté-là, et ça fait du bien dans les jeux où je trouve Oui, des non, fois... c'est sûr, c'est un peu ce qui manque. ouais. Voilà. Allez, clairement, ce qui manque, d'en parler, on attend. c'est ce qui manque à Dune, quoi, c'est tout. Voilà, ce jeu, il a des scénars qui sont écrits comme on a envie de trouver des scénars dans Dune, donc félicitations à eux. Mais peut-être bientôt, voilà. En tout cas, Ouais, ouais. on attend encore. Bon, on peut essayer de raconter rapidement l'univers, enfin rapidement donc. Bon, je commence et puis tu me rattrapes. Hein. Je t'en prie, je vais te rattraper. Voilà. Donc, on est dans un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement qu'on appelle la catastrophe, qui a fondamentalement changé la face du monde, ou de ce qu'il en reste. Il y a eu des millions de morts. Et il y a 7 peuples, enfin 7 royaumes qui ont survécu et qui ont décidé de former un pacte pour faire en sorte que cette catastrophe ne se reproduise jamais. Et en faisant ce pacte, ils ont créé un organisme qui s'appelle l'AMIR. Donc l'AMIR, c'est un organisme international, on peut dire, c'est-à-dire qui n'a pas d'allégeance ou d'alliance à un des peuples, et qui porte une sorte, pas de gouvernance, mais qui va faire en sorte de... Comment dire ? Tu peux dire c'est un organisme réguler, supra-étatique. Ouais, voilà, c'est un organisme supra-étatique qui va faire en sorte de réguler tout ce qui touche de près ou de loin la catastrophe. La catastrophe, comme on l'appelle dans le jeu, ce n'est pas un événement en particulier, c'est une chose. C'est quelque chose qui a une conscience presque. C'est quelque chose d'étrange voilà, on ne sait pas vraiment de ce que c'est. On ne sait pas si c'est peut-être un jeu à secret, mais en tout cas, on n'a pas toutes les réponses actuellement. Enfin, sauf si toi tu les as, mais tu l'as pas dit, mais je crois pas. Non, il manque une grosse partie pour l'instant des réponses aux questions, et on attend le livre de base pour pouvoir en savoir plus. Voilà, et donc en fait, pour l'AMIR, quand elle a été créée, pour éloigner le risque d'une nouvelle catastrophe, ils ont brûlé tous les savoirs, ils ont fait des autodafés de tout ce qu'il y avait de près ou de loin qui touchait la catastrophe. Les gens, il y a eu une purge, on va dire, immense, et donc ça c'était il y a des dizaines, centaines d'années, et ce qui se passe actuellement dans le monde auquel on joue, c'est l'influence de l'AMIR, elle périclite. Est-ce qu'ils ont tellement bien fait leur travail que les gens ont oublié la catastrophe et pensent qu'elle n'a pas eu lieu. Voilà, et même ils pensent que ça n'a jamais existé. Et donc, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on paye des impôts pour ce truc, pourquoi est-ce qu'ils ont une quelconque autorité, à quoi ils servent avec tous leurs secrets, à part embêter la population. Voilà. Et vous jouez un agent de l'AMIR. Donc, un agent de l'AMIR, c'est un peu... c'est Mulder et Scully dans X-Files, quoi. Enfin, pour simplifier. C'est plutôt les hommes en costume dans X-Files. Ceux qui savent. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Exactement. Oui, c'est plutôt ça, t'as raison. Et du coup... dans ce monde-là, vous allez essayer de régler des problèmes, ces problèmes qu'on va appeler des échos. Et donc, qu'est-ce qu'un écho ? C'est lorsqu'une personne ou un événement fait que ça crée une grande tension émotionnelle. Donc, on appelle ça un déclencheur. Et bien, ça va créer ce qu'on appelle un écho de la catastrophe. Donc, c'est-à-dire, c'est une forme, un objet, une créature qui puise l'énergie de la catastrophe et qui répand cette énergie sur le monde en le déformant. Parce qu'en fait, l'énergie de la catastrophe, donc la catastrophe, c'est une espèce de déni de la réalité, et c'est une énergie qui vous permet de transformer le monde comme vous le voulez. On va faire ça pour faire simple. Et donc, en gros, c'est, par exemple, c'est une maison qui apparaît dans un quartier. Par exemple. Je parle d'un truc simple pour les gens, comme ça, pour les gens voient. Cette maison, en apparaissant, c'est une maison qui est très différente, et elle a commencé à contaminer le quartier et à transformer tout ce qui est autour d'elle en sa propre réalité à elle. Et donc, les maisons à côté vont commencer à se transformer, à devenir biscornues, à changer d'architecture. Et donc, c'est là où vous êtes appelés. On dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est en train de déformer notre monde. Venez nous aider. Sauf que maintenant, on vous appelle vraiment en dernier recours quand c'est la catastrophe. Parce que... Oh, petit jeu de mots, j'ai pas fait gaffe. C'est con. On vous appelle à ce moment-là, et sauf que vous n'êtes plus respecté. Voilà.
on vous fait pas confiance. Et vous voyez à quel point c'est difficile de définir ce qu'est la catastrophe. C'est parce que le jeu, en fait, joue beaucoup avec ça en restant extrêmement flou. En fait, Antoine, il a fait une très belle définition de ça. C'est pas qu'il reste flou, c'est qu'en fait, il n'en sait pas plus. Et le jeu tient à l'écart les gens de ce qu'est vraiment la catastrophe, des descriptions, de choses comme ça. Ce qui fait que chacun, en fait, s'imagine un petit peu, chaque joueur, s'imagine un petit peu ce que pourrait être cette catastrophe. Et c'est exactement ce qui arrive dans le jeu, où chaque peuple a une définition bien à lui de ce qui aurait pu la déclencher et ce qu'elle a vraiment été. Chaque personne, il y a des visions différentes qui s'affrontent, etc., qui font qu'en fait, chacun a une définition différente, l'interprète différemment, et donc du coup a une façon différente d'interagir avec elle. Et en fonction de la personne qui est touchée par l'énergie de la catastrophe, en fait elle va prendre des formes différentes dans le monde réel. Et il joue beaucoup avec cette ambiguïté. C'est pour ça que la définition nécessite toujours un cas particulier, un exemple, parce qu'en fait les formes sont différentes. Bah oui, en plus, comme tu le dis, il y a différentes courants de pensée selon les peuples. Certains pensent que c'était une grande guerre, d'autres que c'était un événement scientifique qui a bouleversé, d'autres que c'est en fait Dieu qui est descendu sur Terre et qui a puni les humains pour ce qu'ils avaient fait. Bon, en gros, il faut aussi dire qu'il y a un côté assez... Enfin, il y a une... Comment dire, mythologique, enfin dans le sens religieux un peu, c'est-à-dire que vraiment il y a ce côté, il y a des religions qui sont très sectaires, il y a, enfin je sais pas comment expliquer, mais il y a ce côté extrême. Il y a une façon très extrême de certaines organisations, que ce soit la Mire ou d'autres, ou certains peuples, de voir le monde et de gérer les choses. Et les joueurs sont encouragés, parce qu'ils jouent ces personnages-là, à avoir cette attitude extrême envers les autres, ce qui, dans un jeu de rôle, en fait, marche toujours très très bien. Dès qu'on plaque des idées, on va dire, et qu'on pousse les potards assez fort, forcément, ça crée du clash entre les joueurs et ça fonctionne bien. Donc ce monde-là, il est vraiment... très adapté, on va dire, à son média et au JDR. Oui, et puis on est quand même dans... Voilà, c'est une ambiance un peu médiévale, quand même. Enfin voilà, empire byzantin, épée, hache... et voilà. Poisseuse, en plus de ça, il faut rajouter ça, il y a un côté très malsain, permanent dans tous les aspects de l'univers. Et puis aussi, juste pour rentrer un petit peu dans le détail, pour la secte, la Mire, c'est pas une secte, c'est plutôt une organisation, c'est vraiment quelque chose de très secret, et c'est quelque chose d'assez, comment dire, extrême. Mais vraiment, là, on est dans c'est très extrême, c'est-à-dire que les agents de la Mire, ils sont choisis, c'est-à-dire que les peuples n'ont pas le droit de refuser. Quand la Mire dit à quelqu'un, vous avez le potentiel d'être agent de la Mire, ils ont deux choix, mourir ou accepter d'être enrôlé dans la Mire. Donc déjà, voilà, tu peux comprendre pourquoi les gens en ont un peu marre. Et quand tu es enrôlé dans la Mire, tu passes des tests, etc. Et en fait, 90% des gens, voire plus, meurent. C'est-à-dire que même quand tu es enrôlé, t'as qu'une chance sur 100 d'arriver à finir agent. Et en fait, quand tu deviens agent, on te fait avaler une partie de la catastrophe. Enfin, en gros, il y a l'énergie de la catastrophe qui rentre en toi et tu comprends le monde tel qu'il est vraiment. Donc il y a tout ce côté un peu dark là-dessus. Enfin, c'est assez bien amené. Et un agent de la Mire, voilà, ne peut pas avoir de femme, ne peut pas avoir d'amis. Il ne vit et ne respire que pour la Mire et pour les desseins de la Mire. Et il y a un nombre limité d'agents. C'est-à-dire que pour qu'un agent... qu'on intronise un nouvel agent, il faut qu'il prenne la place d'un agent qui est mort. Voilà, donc déjà, voilà, vraiment dans le côté, c'est très dark, quoi. Ouais, mais en plus, dans tout ce que tu dis, le côté secte est complètement vrai, parce que si la catastrophe, vu qu'on ne sait pas, et si la catastrophe a vraiment eu lieu, ils ont peut-être raison d'agir comme ça et de faire tout ça, mais en fait, c'est les seuls à le savoir, et en tout cas à penser le savoir, et si jamais tu te mets dans la place de la catastrophe n'a pas eu lieu, par exemple, c'est complètement une secte autoritaire. Ah oui, c'est un truc totalitaire de l'enfer, ouais, ça c'est sûr. Voilà, bon. Et c'est aussi un monde où il y a, juste pour qu'on finisse un petit peu, c'est pour que vous ayez, que vous arriviez à bien appréhender le monde, c'est important. Je pense que c'est un jeu qui vraiment, sur son univers, il y a des gros points forts, quoi. Il n'y a pas réellement de magie, il y a ce qu'on appelle des savoirs. Donc les savoirs, c'est des connaissances qui sont en lien avec l'énergie de la catastrophe et qui, de par leur existence, permettent de modifier la réalité. Et donc, c'est un peu l'équivalent de la magie dans le jeu de rôle classique, sauf que là, il y a vraiment un contre-coup important,
C'est-à-dire que l'utilisation de ces savoirs, si vous les utilisez dans les mauvaises conditions ou de mauvaise façon, vous pouvez avoir des contre-coups qui sont très importants et qui peuvent largement handicaper votre personnage. Ouais, ou même juste vicier, ou en tout cas changer la nature du sort que tu voulais faire, et du coup, des fois, complètement transformer le sort. Alors, le joueur est au courant, mais il y a des sorts, par exemple, où tu veux lire les pensées de quelqu'un, ou revivre ses derniers instants, et en fait, tout ce que tu vas faire, c'est faire posséder quelqu'un d'autre par l'esprit de ce défunt, des choses comme ça. Les contre-coups sont de cet ordre-là, ils sont toujours en lien avec on va dire, le sort que tu vas utiliser. Ouais. Ils sont personnalisés à chaque type de sort et le joueur sait ce qu'il risque de faire si jamais il échoue dans sa tâche. Oui, oui, et puis, mais en tout cas, voilà, c'est super intéressant, l'histoire de ça. Pardon. Les histoires de savoir. Et il y a vraiment ce côté. Vous êtes quasiment les seuls à en avoir. C'est-à-dire que c'est très rare dans la population générale qu'il y ait des gens qui aient des savoirs parce qu'ils sont soit recrutés par la mire, soit tués. Voilà, pour simplifier. Hein. Bon, maintenant, on a parlé du jeu, on a parlé de l'univers et tout, mais bon, on a déjà dit qui c'est qu'on joue. Hein. On joue des agents en chasse. Donc, ce jeu, il a la particularité d'avoir énormément de vocabulaire. Particulier à son jeu, pas toujours, qui peut être parfois un peu opaque, mais du coup, on joue des agents au sein d'un chapitre, donc c'est-à-dire d'un groupe d'agents qui sont en chasse donc à la poursuite d'un écho. Donc, Antoine l'a dit, hein, il y a plusieurs types d'échos, il y en a 3 types, et les agents sont formés, entraînés à reconnaître les échos et soit les détruire ou alors les absorber dans la meilleure situation, donc les intégrer à la mire s'ils en sont capables, si jamais c'est possible, ou on va dire les purifier et donc du coup sans les détruire réussir à sortir la personne prisonnière de son écho, quel que soit le type d'écho, et la ramener un peu à la raison. C'est les 3 possibilités qui sont pas toujours possibles et ça va dépendre de ce qu'ont fait les agents avant et si jamais ils ont réuni suffisamment d'informations pour pouvoir réussir par exemple à purifier l'écho ou pas. Ouais, exactement, c'est ça. Donc bon, les agents de la mire, comme tu as dit, en chasse, je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter là-dessus. Non. Ensuite, quel type de scénario on joue? Bon, c'est assez évident, c'est des scénarios d'enquête avec une forte. Il y a une notion de politique aussi. Oui, qui est assez forte. Ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de vampires. Donc vous êtes des agents en chasse, donc vous êtes, en tout cas dans ce qui est présenté, souvent convoqué, demandé pour pouvoir mettre fin à un écho, mais un écho est rarement la seule, donc on vous l'a dit, hein, c'est le fruit d'un traumatisme, c'est le fruit de quelque chose, un événement qui s'est passé, et la plupart du temps, du coup, les agents vont devoir remonter à la source de ça, dénouer de toutes les intrigues autour de la création de cet écho, et pas juste le terminer et repartir, et très souvent, il y a en fait une histoire avec une machination, un complot, ce que vous voulez autour de tout ça, et va y avoir en fait tout qui s'entremêle en plus de ça, et donc la partie politique semble relativement importante. Et quand il y a des sessions de jeu où il peut y avoir aucune traque d'écho, aucun moment fantastique, mais juste de la manipulation et de l'intrigue politique. Oui, parce qu'il faut vous dire que vous êtes envoyé comme émissaire un petit peu. Donc vous arrivez dans un royaume, dans un monde qui a ses coutumes et qui n'est pas prêt souvent à faire de la place pour vous. Donc il va falloir... Donc il y a tout ce côté-là. Le système de jeu, tu nous en parles un petit peu ? Le système, alors on peut le dire tout de suite, hein, on le trouvait assez sexy, assez simple. Moi personnellement, quand je l'ai vu, j'étais assez dubitatif. Ouais, il s'est révélé durant le jeu. Hein, ouais, clairement j'avais un peu peur. Le système de base est très bien, mais on va en parler. Il offre des parties qui parfois, moi, me semblaient lourdes et finalement ultra efficaces. Donc c'est un système de D12, donc il n'a pas de nom, hein, c'est un système original, qui a été créé pour le jeu, qui est très simple. Donc le principe c'est juste de faire des jets à base de plusieurs D12. Donc vous avez sur votre fiche personnage des compétences et des caractéristiques. Vous additionnez le niveau que vous avez dans une caractéristique avec le niveau que vous avez dans la compétence associée. Ça vous fait un nombre de dés à jeter. Vous les jetez, donc c'est les D12. Et pour faire une réussite, il suffit que l'un des dés fasse 7 ou plus. En fonction des actions, vous allez avoir besoin de plus ou moins de réussite, donc 1 à 5, 6 en fonction de ce que décide le MJ, et vous réussissez si jamais vous atteignez ce niveau.
C'est tout. Avec un petit twist où, si vous faites un 12, cela compte pour 2 réussites. Et tout le système est basé là-dessus. Ouais, je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient certaines inspirations. Je me rappelle, je crois qu'il y a les... Comment ça s'appelle les anneaux, là, tu sais... Ah, L5R, la légende des 5 anneaux. Ouais, L5. Alors, je connais pas bien L5R, moi, mais Ouais, tu le je disais crois qu'il y a un toi-même... steak qui se rapproche. Tu le disais toi-même quand on a joué, ça ressemble à énormément de jeux en fait de réussite comme ça. Le premier jeu qu'on ait chroniqué et qui nous a remis au jeu de role Tales fonctionne avec un système, donc tout le système de Free League presque similaire. Ils n'ont pas le même nombre de réussites, etc. Oui, mais... très similaire. Il y a des voilà. Donc juste pour voilà, je vais vous donner un exemple très simple. On est en combat. Je veux donner un coup de hache au mec en face de moi. Donc je vais lancer. Tu veux dire tu veux lui trancher la main alors qu'il défend ses enfants ? Oui, je vais lui trancher. Oui, voilà. Donc je vais faire un jet de je vais lancer un jet de combat. Donc en fait, combat, c'est les compétences, elles sont comment dire, découpées en voies. Un peu comme dans un jeu vidéo où vous avez des arbres de compétences. Donc en gros, vous avez la voie de la peur. Par exemple, j'ai 4 en voie de la peur. Et combat, j'ai 3. Donc ça me fait 7. J'ai donc 7 dés à lancer. Je lance mes 7 dés 12. Tous les dés où j'ai un 7 ou plus, ça compte comme une réussite. Si j'ai un 12, ça compte comme 2 réussites. Et le personnage, par exemple, enfin, le maître du jeu va savoir qu'il me faut 3 réussites pour toucher. C'était un paysan, donc il fallait une réussite pour le toucher parce que c'est Gérard le paysan avec un couteau de cuisine. Il est très faible et du coup, en face de lui, la Erinos, grand blond 2 mètres de haut, genre Thor, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez l'imaginer, avec une hache monstrueuse à 2 mains qui lui tranche le poignet. Et donc du coup, qui fait cette réussite. Donc la plaie est nette, cautérisée, soignée avant même qu'il ait fini de la trancher. Donc ce système, c'est un système qui se met sur n'importe quel... Enfin, toutes les parties du jeu sont motorisées par ça. Oui. Parce que vous avez les jets de compétences classiques, vous avez les combats, et vous avez ce qu'on appelle l'intrigue. Donc intriguer quelqu'un, c'est un combat oral et c'est de la manipulation. C'est par exemple, vous allez parler à le conseiller du roi, et pour essayer de soutirer des informations, vous allez rentrer en mode intrigue et vous allez l'interroger, le manipuler et avoir une joute verbale pour essayer d'avoir des informations. Et c'est ce système-là, c'est motorisé comme un combat. Oui, les personnages, ils ont des points de vie morales, psychiques, qui s'appellent les points de sang-froid. Ils ont une défense psychique également, qu'on appelle la volonté. Enfin, il y a vraiment exactement un système qui est calqué sur un système de combat classique avec de la défense, de l'attaque et des points de vie, mais en version joute verbale et avec, dans les scénarios, ce qui est prévu, des informations supplémentaires lorsque les héros réussissent, enfin les agents, réussissent à intriguer le personnage. Par exemple, dans la partie qu'on a faite, vous étiez en train de discuter avec un conseiller politique et vous avez senti qu'il vous cachait des choses, vous avez voulu en savoir plus et vous avez commencé à l'intriguer pour avoir des informations supplémentaires, ce que vous avez eu. Vous avez commencé du coup à mettre le doigt dans la politique de cette zone comme ça. Et chaque personnage important peut être intrigué et a potentiellement des informations à donner. Ouais, et on avait peur que ce système-là soit un peu lourd. Et en fait, non, ça se passe très bien. C'est bien motorisé. Enfin, ça coule de source, quoi. Et ça n'empiète pas. Il n'y a pas trop de mécanisation qui empiète sur le fait de parler, quoi. C'était ultra fluide. Et en fait, moi, j'ai trouvé, quand vous avez intrigué, donc on peut le nommer, il s'appelait Larakis. Quand vous l'avez intrigué, et ben en fait, ça ressemblait presque à un combat de boss, je trouvais. Dans le sens où... T'avais Jessie qui disait vas-y, attendez, moi je vais essayer de le manipuler, qu'est-ce que je pourrais lui dire, etc. Et vous réfléchissiez ensemble à ce que vous pouviez le dire pour le manipuler. Et du coup, elle le disait, elle faisait son jet de dés, ça réussissait, vous obteniez une information. Et à coup d'après, je sais plus qui c'est qui disait moi je vais l'intimider, ou alors je vais faire un soutien. Enfin bref, tout était. Ça ressemblait à une façon de combattre un boss, puisqu'il y a des gens à intriguer qui sont très durs à intriguer. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que ça peut arriver assez tôt dans le jeu, avec une tension autour de la table qui va être différente et des mécaniques qui vont être différentes. Et c'est vrai que moi j'étais ultra sceptique sur ce truc-là parce que je trouvais que ça allait être trop long. Et finalement, c'était ultra amusant. Et il y a un dernier petit aspect du jeu qu'on peut parler, c'est les stigmates et la dissonance. Alors, pour faire une simplification très simpliste, extrêmement simpliste, c'est un peu la ce que tu vas dire, santé mentale, voilà, hein, on voit le joueur de Cthulhu qui revient, mais c'est plutôt un degré de corruption. C'est plutôt comme dans l'anneau unique.
tu perds de l'espoir et que tu arrives vers l'ombre, là, c'est un peu ce délire-là. Avec le côté santé mentale de Cthulhu, vous pouvez attraper des dissonances qui sont en fait des stigmates. Enfin, non, pardon, je suis en train de me confondre là. C'est des dissonances qui vont interagir avec votre façon de jouer votre personnage en disant ben voilà, là, vous avez envie de faire ça absolument, vous voulez boire une bière, et voilà. Ça ressemble un peu, tu sais, on l'a dit au début, en fait, de dragon dans Rêve Dragon. Ah ouais. Tu vois le délire, genre. Ouais, je vois le délire. Chaque en peuple. mode, vous allez devoir faire. Tu vas me laisser terminer, hein. Ça suffit maintenant avec Rêve Dragon. Non, mais je voulais dire, ça ressemble un peu à ce délire en mode. Vous allez devoir danser sous la pluie nu, tu vois, où tu tires un truc et en fait ça te donne une action à faire ou une quête complètement farfelue, quoi. Mais en fait, c'est justement pas vraiment. Parce qu'en fait, on l'a dit au début, chaque peuple a une vision différente de la catastrophe. Et en fait, en fonction de ta civilisation, j'ai des tableaux qui va me dire, quand tu chopes une dissonance, vers quel type de corruption tu vas aller. Et c'est toi qui jouais ton personnage, tu ne pouvais pas avoir les mêmes choses, elles sont forcément différentes que quelqu'un d'autre qui vient d'une autre civilisation. C'est personnalisé en fonction, et en fonction du coup de l'histoire de chaque peuple. Typiquement, la population la plus importante dans ce jeu, dans les espaces que vous allez explorer, c'est les Sisterins, qui sont l'empire dominant. Ils ont des stigmates à eux, qui sont centrés sur l'oubli et la mémoire. Et en fait, si jamais eux s'enfoncent dans le stigmate, ils vont avoir une corruption liée à ça, et donc du coup, des stigmates liés à ça, ce qui n'aurait pas été ton cas. Oui. Et je veux dire, voilà, dans l'implication sur le jeu, ça a ce genre d'implication, c'est pas que vous devenez fou, ça va impacter peut-être la prochaine heure de jeu, parce que ça va vous demander de faire ou de jouer certaines choses d'une certaine façon. Vous avez oublié ça, vous avez envie de combattre un ennemi, vous avez envie d'alcool, enfin voilà, ça va être des choses. Donc ça, c'est pas mal. Et après, vous pouvez faire des choses pour résoudre ça. Mais ça vous prend du temps, ça vous écarte du scénario, etc. Mais il y a des possibilités. Les agents de la mire peuvent faire des rites pour essayer d'harmoniser leur dissonance. Et donc, du coup, c'est de ça que ça les éloigne de la santé mentale. C'est que dans Cthulhu, il y avait un côté implacable où ton personnage, tu pouvais le guérir quoi qu'il arrive. Mais par contre, mentalement, il avançait forcément vers la folie. Et jouer les points de santé mentale dans Cthulhu, moi je vois presque ça comme le sablier d'usure de ton personnage, où en fait, petit à petit, il devient de plus en plus fou et de plus en plus dur à jouer. Et il y a un moment, sauf si le MJ tord un peu les règles et te dit c'est bon, t'es parti 20 ans en Suisse, en retraite, tu peux revenir avec ta santé mentale au maximum. Tes personnages vont forcément tellement s'effriter à un moment qu'ils seront plus jouables et ils seront trop usés. Là, il n'y a pas ça. Parce qu'en fait, tu as toujours un moyen de revenir un peu mieux. De t'harmoniser. Ça, c'est sûr. Et voilà, c'est pour vous donner une idée, ça ressemble à peu près à ça. Il y a aussi... comment est-ce qu'on crée un perso, Jean ? Tu sais très bien qu'on ne peut pas. Enfin, pour l'instant, après, n'importe qui, les fiches de personnages sont très complètes et pourraient vouloir créer un perso, mais ce que là vient de faire Antoine avec cette blague mal avisée, c'est que dans le jeu, pour le moment, il n'y a pas de création de personnage. Non, pour l'instant, c'est uniquement des pré-tirés, et la création de perso arrivera normalement avec le livre 1. On devrait avoir des nouvelles sous peu, j'espère. Oui, ils ont tout prévu. Et juste donc, pour terminer sur tous ces trucs-là, il y a une partie relation sociale qui est extrêmement poussée dans ce jeu. Avec ça, on n'a pas pu trop l'explorer, mais en fait, le jeu prévoit des points de relation entre les joueurs entre eux et entre les joueurs et les principaux PNJ. Et ces points de relation ont un impact sur la manière dont ils interagissent entre eux. Le jeu prévoit ce genre de choses et même prévoit des adaptations de PNJ et de joueurs en fonction de ce degré de relation et des précédentes actions. Et donc, plus les joueurs vont être mauvais avec certaines factions ou certains PNJ ou bons, plus les relations vont s'améliorer et se dégrader et ça va avoir des impacts. Et ça, c'est représenté sur la fiche personnage avec une partie, dans la partie intrigue, le niveau de relation. Exactement. Donc on parlait juste des pré-tirés. Donc les pré-tirés, il faut savoir que c'est quand même des pré-tirés qui sont de grande qualité, enfin personnellement je trouve, qui sont bien écrits. Actuellement, il y en a combien ? Actuellement là disponible ? Il y en a
6. Alors, disponible, jouable. Je pense qu'il y en a 6 ou 8. Attends, laisse-moi, je tourne les pages de mon magnifique livre. Je crois qu'il y en a 6. Il y en a 6. Donc il y a 6 pré-tirés actuellement, avec des pré-tirés qui sont en ce moment même en train d'être terminés pour être publiés sur la page de l'éditeur. 4 nouveaux, je crois même. Ouais. 4 nouveaux, ok. Il me semble. Bon. Et ensuite, c'est donc des pré-tirés qui sont de grande qualité, les artworks sont superbes. Même l'écriture des personnages est vraiment sympa. Ça vous donne envie de les jouer. Et vous avez cette fiche personnage un peu en 3 parties. Avec sur le volet, un peu comme un mini-écran de maître du jeu en fait. Ouais, c'est vrai. Faut imaginer ça. Avec sur la gauche les caractéristiques typiques de votre personnage, c'est-à-dire les points de vie, l'armure, qu'est-ce qu'il a dans les sacoches, sa volonté, etc. Au centre, vous avez les voix et les compétences. Et à droite, c'est les savoirs. Donc, quelle est la magie, quelles sont les compétences un peu spéciales qu'il peut utiliser. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez imaginer un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bien conçus tous. Quand je vous ai laissé choisir vos personnages, je vous ai pas montré leur background, pas montré leur fiche. Vous avez choisi avec une description courte tous un personnage qui vous plaisait, et vous avez tous eu la même réaction lorsque vous avez découvert les persos, c'était « Ah mon Dieu, j'ai le meilleur perso !» Et cette façon que vous avez tous eu de réagir, comme si jamais vous aviez l'impression que votre personnage, c'était celui qui avait le plus de soins, elle est quand même très révélatrice du soin global qui a été apporté à la création de ces persos, parce qu'ils ont tous un truc qui est fun à jouer, qui est intéressant, et où chaque joueur peut se dire « Ah, attends, mais avec ça, ça va être drôle à faire, ça va être marrant à faire. » Et ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de pré-tirés où on a vu ce genre de choses, où des fois, c'est vraiment juste un prétexte pour pouvoir jouer et jouer rapidement. Là, ils sont puissants. Oui, alors ça, c'est sûr. Donc, du coup, à qui ça s'adresse ? Donc, pour les joueurs... Bon, je pense qu'on est d'accord, ça s'adresse... Bon, déjà, c'est pas pour les enfants, hein, donc c'est plus de 16-18 ans, voilà. Moi, je trouve que ça s'adresse bien à des néophytes. Parce que la mécanique de jeu... Ouais, voilà, enfin, non. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui peut rebuter les nouveaux, quoi. Le système est génial, la mécanique est top, c'est juste... Ben voilà, l'univers, il faut aimer, et c'est pas fait pour les plus jeunes. Et les plus sensibles non plus. Oui, non, il faut aimer plonger dans un truc poisseux, dark, dégueulasse, avec un monde tout gris où en fait tu vas forcément devoir faire des choix où il n'y aura pas de bons choix, il y aura forcément des conséquences mauvaises. Et c'est pas manichéen, hein. C'est pas blanc ou noir, c'est gris et noir. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Et quels que soient les choix que vous allez faire, il y aura forcément des moments où vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas de bonne solution. Enfin, c'est un jeu qui va à fond dans les moments dégueulasses, poisseux, avec de la mutilation corporelle. Donc, la vraie barrière du jeu, elle est là. C'est effectivement, t'as raison, trop jeune. Et puis même, sans parler d'âge, juste des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Ça va être un jeu compliqué. Il faut faire une session 0, il faut discuter des thèmes. Ça, c'est sûr. Et pour les maîtres du jeu, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Moi je trouve que c'est pas un jeu qui est difficile à masteriser, donc le système est relativement simple. Parfois l'écriture qui a des fois un langage un peu soutenu fait que les règles peuvent être un peu plus longues à absorber, notamment l'intrigue, j'ai eu du mal au début. La préparation des scénarios, on va en parler, on fera une petite partie particulière dessus, parce que les scénarios sont très bien écrits, mais parce qu'ils ont la volonté de vouloir t'emmener, d'imaginer plein de possibilités en fonction des choix des joueurs, et pas juste des réactions différentes des personnages, hein, mais des arcs narratifs complets différents en fonction de ce que vont faire les joueurs lors des premières sessions, font que en fait t'as tellement de choses à préparer. Là, je viens de finir les sessions, je fais le scénario d'intro avec 2 groupes différents. Les 2 groupes ont fait des choix différents, ce qui font que les sessions prochaines des 2 groupes seront complètement différentes, avec des événements majeurs qui vont avoir lieu d'un côté et pas de l'autre, et inversement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une grosse richesse de scénarios possibles et de possibilités possibles ça veut rien dire, d'embranchements possibles dans les scénarios, qui font que la préparation est très longue et très dure, mais c'est plus, il y a beaucoup de boulot, et c'est pas complexe, c'est juste long, avec beaucoup de travail. C'est ça.
Moi, je pense que ça peut être un premier jeu, hein, parce que c'est très Ah, accompagné. complètement. Il y a une multitude d'informations, mais ça reste accessible. Et sur les scénarios, il y a ce côté, comme tu nous disais, où il y a un arbre de décision, mais qui, contrairement à d'autres jeux, une fois que tu as pris la première branche, tu peux pas rebasculer sur les Non. autres. Et donc vraiment, ça va changer la physionomie du scénario de manière importante. Ça met l'emphase sur chaque décision va avoir des conséquences importantes et va changer la physionomie du scénario. Et c'est en ça que ça demande beaucoup de travail, parce que eh ben, il faut être prêt à toutes les possibilités, et chaque possibilité va avoir un effet important. Donc c'est pas un jeu, enfin actuellement les scénarios en tout cas qui sont disponibles ne sont pas des scénarios bac à sable. Non. C'est des scénarios où il y a vous n'êtes pas sur des rails non plus, mais il y a quand même un côté très, pas couloir, mais... Ah, c'est extrêmement narratif. Hein. Oui, c'est un gros couloir. Ça, c'est la vérité. C'est un couloir avec des embranchements, mais c'est extrêmement narratif. Et actuellement, tu peux pas faire du bac à sable dedans, parce que déjà, t'as pas les infos. Le livre n'est pas assez... il donne des petits tips sur chaque région, et encore sur chaque peuple. Mais en fait, n'est développé que la ville où se passe le premier scénario, et quelques environs, mais tu as très peu de détails sur l'univers, comme tu pourrais l'attendre d'un supplément de contexte. En fait, tu as très peu de contexte pour faire jouer, de description comme ça. Mais par contre, il y a énormément de temps passé à te décrire les différents embranchements, les réactions des personnages et ce qui va se passer au niveau de l'histoire. Et comme en fait c'est du complot beaucoup et de la manigance, de la trahison, ben ils sont obligés de préciser énormément ce qui va se passer en fonction de quelle partie va prendre le joueur. Ok, bon. Donc voilà, ça c'était pour à qui ça s'adresse. Au niveau de l'ambiance, des petits conseils, on avait dit, bon, moi j'avais pensé tout de suite Dark Souls. En termes, on parle pour tout ce qui est bande son, hein, voilà, Dark Souls, God of War, il y a quand même des trucs sympas. God of War. Non, mais clairement, il y a quand même des Alors, il trucs faut préciser qu'Antoine a joué Thor, hein, le grand guerrier blond Kratos, à la hache. hein. Mais moi j'ai joué Kratos avec des cheveux en fait. Voilà. Et il s'est imaginé. C'est pas Thor, c'est Kratos avec des cheveux. Physiquement, c'est Thor. Et il s'est imaginé, en fait, quand il a pris son personnage et que le personnage a pris son arme, être dans la nouvelle mouture de God of War, avec la musique d'intro que vous avez mis pour illustrer Barbarian, avec ses sons gutturaux. Pam, pam, pam. Et Antoine s'est vu, voilà, c'est ça. s'est vu dans ce moment-là, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il parle de God of War, surtout. Non mais voilà, ça, et tout ce qui est aussi la bande-son des Diablo. Diablo 3, il y a des trucs sympas. Un peu épique, Diablo, peut-être pour les combats. Non, je pense que genre Tristam et tout, t'as des trucs sympas pour l'ambiance justement. Ça peut faire un peu. Il faudrait réécouter, mais tu dois avoir des versions orchestrales assez sympas à mettre pour l'ambiance. Je pense, ça c'est sûr. T'avais d'autres trucs toi J'ai eu un peu de mal. En fait, en vérité, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le jeu. J'en ai beaucoup parlé à Antoine, j'avais une difficulté à rentrer dedans et dans l'ambiance, et ce qui fait que j'ai pas trouvé immédiatement les sons. Et c'est toi qui m'a donné qui a quand même un peu plus habitué aux ambiances sombres et dégueulasses. Ouais, c'est plus typiquement ma cam de jeu masterisé que la tienne, c'est ça qui était drôle. Et oui, du coup, sur les sons, oui, il y avait des trucs. Moi, j'avais d'autres banques, hein, mais c'était trop darkos. Hein. J'ai rien à rajouter sur l'ambiance. Hein, Après, vous avez tout ce qui est utilisable dans les phases un peu dark quand vous faites des jeux d'horreur. Donc tout ce qui est plutôt son un peu atonal, enfin des choses comme ça, il y a des trucs pas mal. Avec ça, tu tapes Dark Fantasy médiéval sur YouTube et t'as 1 milliard de sons qui vont très très bien, et notamment les trucs que j'ai utilisés, et ça recoupe ce dont tu avais parlé, vu qu'il y a une ambiance extrêmement religieuse, j'ai utilisé des musiques Dark Fantasy avec des chants grégoriens, des chants monastériaux, des choses comme ça. Ouais. Et donc notamment énormément de bandes-son de Warhammer 40 000 qui en fait passent plutôt bien. Ouais, mais de Warhammer, hein. C'est dans qui ce passent plutôt là, bien. ouais. Et évidemment, comme on est dans un jeu d'ambiance, j'ai utilisé SoundCloud. Parce que voilà. Parce que ça reste. Mais non, pas à SoundCloud. Ah, si, SoundCloud avec le pad. Non, mais tu parles de Audio Tabletop. Ah, pardon, j'ai dit Audio Tabletop, évidemment.
Le meilleur. Non, mais qu'est-ce que... Bon, Jean a fait un AVC, je lui en voulais pas. Bon, du coup, au niveau de la vie, moi, en tant que joueur, j'ai kiffé. Moi, après, voilà, hein, c'est le genre de truc que j'aime. Il y avait une super ambiance, c'est super et bien écrit, le scénario, vraiment top. Le jeu, les pré-tirés sont très bien écrits, le système de jeu est super. Et le bouquin, on va vous en parler, mais il est juste magnifique, quoi. Franchement, les artworks et tout, c'est une masterclass. Moi, je le tape dis, direct dans ton ce kink, jeu, en fait, c'est le problème, t'es pas subjectif, toi. Ouais, ce jeu, attends, il y a un membre de notre groupe qu'on a déjà cité dans ce podcast, c'est même plus son kink, là. Il est mort, en lisant le bouquin, quoi. Non, franchement, c'est très très bien. C'est un des jeux récents qui m'a le plus plu. Bah, moi, je partage ton avis, Antoine. Hein. J'ai mis plus de temps à rentrer dedans, hein, comme je disais, mais une fois que j'étais rentré dedans, en fait, c'est effectivement une très bonne ambiance, c'est très bien écrit. En fait, on regrette de ne pas en avoir assez, et on va en parler juste après. Il y a un goût de trop peu, parce que l'univers, on a envie qu'il soit plus développé, on a envie de voir plus de choses, et c'est ce qui a rendu peut-être des fois le truc un peu dur à masteriser, c'est que j'en savais presque autant que mes joueurs, en fait, quand je le masterisais. Je me sentais limité, et comme c'est un jeu qui a l'air d'être un jeu à secret et qui va, on espère, exploser lorsque le bouquin de base va sortir avec des descriptions des factions et des descriptions des secrets sur l'univers, en fait tu te sens pas trop de partir en impro parce que tu voudrais pas dénaturer le jeu, et donc du coup moi je me suis senti des fois un peu dans un carcan. Parce que je manquais trop trop d'infos, quoi, et j'étais très 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 limité. Mais ce serait, on va dire, Ouais. c'est presque pas un défaut, hein, c'est juste que ce n'est qu'un kit d'intro, et donc on attend le vrai jeu. Du coup, on va en Moi, parler. sur ma fiche récapitulative, j'ai mis avis 2 points, masterclass. Oui, mais non, mais je suis d'accord, le jeu est incroyable, Donc, et justement, il y a ce goût de trop peu où t'as envie de dire, mais où est le reste? Alors après, il y a des petits défauts, mais ils vont arriver dans la partie 3, la gamme. Ça, on va en parler, on va grincer des dents un peu. Ah ouais, mais bon. c'est ça. En tout cas, bravo Little Doucha pour le boulot, c'est Ouais, vraiment c'est fou. super quali, quoi. Donc la gamme, il y a un truc. Voilà, actuellement il y a une chose, c'est simple, hein, c'est le livre, je crois que ça s'appelle Le Serment. Le serment, ouais. Non, Le Serment. Le serment, ouais. Voilà, c'est Myr, Le Serment. C'est un kit d'introduction avec lequel vous avez, qui fait 130 pages, dans lequel vous avez les bases de l'univers, le système, du lore, un peu de lore, pas beaucoup, mais un peu quand même, et les personnages pré-tirés, et en fait, la moitié du bouquin, donc 60 pages, représente le scénario d'introduction, qui est quand même un bon scénario, parce que il faut plusieurs sessions, ça doit être, je dirais, à vue de nez, une quinzaine d'heures pour le terminer, donc une bonne première session d'introduction, on va dire, à l'univers. Avec ça, un écran qui est assez intelligent, parce qu'il recouvre le bouquin de base. C'est un écrin, c'est comme un coffret, mais sauf que le coffret, vous pouvez le déplier, ça devient l'écran. Donc ça, c'est bien, c'est très très bien pensé, ça. Ouais, j'ai jamais vu ça, et je trouve que c'est une idée trop bien. Et le tout pour 55 €. Ouais, bon, alors, perso, moi je trouve que c'est cher. Je le dis, voilà, je trouve que 55 €, c'est le prix d'un livre de base avec 400 pages et beaucoup de contenu. Là, le livre, il fait 130-160 pages. Alors après, voilà, il est en couleur, le papier est incroyable, le livre est magnifique, c'est super bien écrit, l'écran est très beau, toute la direction artistique est très belle. Et faut que tu le dises plus souvent, ça. Plus, la direction artistique, elle est fantastique. ouais, mais je trouve que voilà, c'est cher, et vu qu'il y a que ça de possible, il y a des gens, ça va être un frein, parce que 55 balles, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est le prix d'un bouquin. Voilà, pour 55 €, vous avez un livre de base d'un autre jeu, je sais pas, moi là, il y a que du Cthulhu là, mais on va dire Cthulhu. Ah bon, chez toi, il y a que du Cthulhu C'est étonnant, ça. Mais ouais, bon. Et si vous voulez, il y a plus de matière à jouer dans un. Voilà, je trouve que là, la matière à jouer, elle est assez faible. Alors on va me dire, oui, mais tu peux créer tes propres. Oui, enfin bon, ça, rien à foutre. Je trouve que. Voilà. C'est le seul défaut, mais après je comprends, hein, le livre est incroyable, il est vraiment très beau, la couverture, c'est tout ça en doré, enfin tout est très joli, donc ça doit coûter de l'argent, ça c'est sûr. Mais le prix, ça peut être prohibitif parce qu'à part le PDF, il n'y a pas d'autre accès à la gamme. Non. Et même actuellement, le PDF, tu peux encore l'avoir sur leur site, il me semble.
Oui, oui, le PDF, tu peux, il me semble même sur Game on Tabletop, je me demande si tu peux pas avoir accès au PDF. Mais en tout cas, voilà, il y a que ça, et donc forcément, ça va être un frein. Il n'y a pas d'entrée à 30 balles avec une boîte d'initiation, des choses comme ça. Il y a que ça. Après, il y a d'autres choses. Donc là, vraiment, bon, les dés. Attends, juste pour, juste pour terminer sur le bouquin, parce que moi j'avais quand même une petite critique. Et donc il est très beau et la direction artistique elle est folle. Et même l'ambiance du bouquin, en fait, quand tu le lis, il y a des pages absolument incroyables. Des fois c'est noir, écrit avec un fond rouge, avec les artworks qui sont intégrés, etc. Quand tu le lis, t'es dedans, t'es dans l'ambiance. Mais parfois la maquette. Alors je sais qu'il me semble qu'ils en ont parlé sur des forums qu'il y a eu des erreurs d'édition, des choses comme ça, mais voilà, il faut le dire, la maquette des fois déconne un peu et par moment tu as l'impression d'être en face de quelque chose, pas de raté, mais il y a des immenses zones blanches avec une pagination qui est un peu, enfin pas une pagination, une disposition dans la page qui est un peu particulière où clairement il manque des bouts, tu comprends pas trop pourquoi, est-ce qu'il devait y avoir un dessin à cet endroit-là qui finalement n'a pas pu être placé ou des choses comme ça. Et par moment, par rapport à un autre bouquin, quand tu le feuillettes, il y a toute la première partie sur le lore qui est trop bien maquettée, qui est magnifique, et puis toute une deuxième partie, et en particulier la partie sur les scénarios, qui est vachement moins sympa à lire et qui a une disposition dans les pages qui est parfois un peu bizarre, un peu ratée. Et ça, c'est le défaut, je trouve, de la maquette. Ouais. Après, après, ce qu'on a vu, enfin, sur ton exemplaire, c'est quelques pages, c'est assez anecdotique, mais c'est vrai que bon, il faut le mentionner quand même. Bah, tu parles du prix, tu dis que ça se comprend si jamais tu mets la qualité du bouquin en avant. Mais donc, du coup, si on met la qualité du bouquin en avant, avec ce prix-là, il faut préciser qu'il y a des ratés. Oui, non, c'est sûr. Vu que c'est un premier ouvrage, voilà, il y a eu quelques petits ratés. Il y a un autre truc aussi, c'est que l'écran, c'est un format A4, mais pas paysage. Donc je sais que pour certains ça c'est un peu embêtant, c'est un peu moi j'aime pas ça. Toi par exemple t'aimes pas quand c'est alors l'écran est très beau mais c'est vrai il est grand et du coup si vous voulez voir vos joueurs il faut vous surélever un petit peu quoi. Mais c'est vrai que l'écran est vraiment très très beau. Ils ont fait un choix au niveau des artworks qu'ils ont mis qui est un peu ils ont pas mis un paysage comme on le voit 1000 fois, une scène qui représente une scène du jeu ou quoi que ce soit comme on le voit tout le temps. Et en plus, comme c'est l'écran d'intro, ils auraient très bien pu mettre l'artwork de la ville dessus, qui aurait pas été un mauvais choix, mais qui aurait été un choix classique. Ils ont fait plutôt le choix d'une ambiance, et du coup, ils représentent l'ambiance du jeu sans représenter en fait quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment, il est audacieux, quoi. Oui, ça ressemble à une espèce de bouquin très ouvragé. Et à l'intérieur, il est bien, parce que tout ça, j'ai pas vu moi du coup. Bah, il est un peu aéré, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il y a de la place, quoi. Tu sens qu'ils avaient trop de place et pas assez de choses à mettre dessus. Okay. Mais non, il est honnête. Ok, ça c'est bien. Et je voulais dire une dernière chose, c'est juste la police d'écriture. Les gars, par contre, alors tout est beau, la police magnifique, mais en fait il y a une police d'écriture un peu spéciale qui a été, je pense, inventée pour ça. Donc la police Mir là, où des fois il y a le nom des personnages écrits, où il y a certaines très grandes parties dans le bouquin qui sont écrites avec ça. Ah mais c'est illisible. Je pense qu'il le savait. Des fois on a passé. Il le savait. Oui, mais on a passé 5 minutes à regarder l'écriture et tu ne vois pas le mot. C'est-à-dire que t'es là, mais je comprends pas. Alors j'ai compris maintenant qu'en fait, il y a des lettres qui sont superposées et que du coup, par exemple, quand tu lis mon personnage Erinos, franchement, tu peux pas savoir ce qu'il y a écrit. Hein, mais donc ça, voilà, ça m'a fait rire, mais ça reste très joli, mais bon. Mais ils le savaient parce qu'en fait, ils ont rien écrit d'important avec ça. Il y a que du texte d'ambiance ou des incantations, des inscriptions un peu mystiques. Et du coup, je pense qu'ils ont bien fait de pas tout mettre avec ça. Oui, mais bon, ça devrait. Je trouve que ça manque un peu. Même si c'est très joli, ça manque un peu de lisibilité. Moi, je trouve que ça manque un peu de lisibilité, même si c'est très joli. Voilà, bon, ça c'était les petits défauts. Faut bien qu'on en trouve, hein, parce qu'on a encensé le jeu depuis. Non, mais t'as complètement raison. On a plus d'écriture, on a pas arrêté d'en parler de toute façon. Donc, en parlant des vrais problèmes. Ouais, bon, il y a une autre chose. Bah, c'est récurrent à chaque fois. Ça nous fait tiquer dans les gars. Les dés. Autant. Je pense que... Les gars là... Mais non, mais parce que... Je sais que tout a augmenté, donc j'ai déjà vu des dés comme ça à ce prix-là sur Q-Workshop, etc. Là, il y a 10 dés 12. Alors, ils sont beaux, hein. Ah, ils sont très beaux. Et le 12, c'est le symbole de la mire, c'est doré, ils sont marbrés noirs, enfin, ils sont magnifiques, les dés. Ils viennent dans une petite bourse avec le symbole de la mire, ok. Mais 25 € les 10 dés, mais c'est cher. C'est trop cher. C'est cher, quoi. C'est... Waouh.
C'est-à-dire que déjà, il me semble sur Tails, c'était 18 balles ou 20 balles les 10D6 et on était en mode genre what the fuck, c'est beaucoup trop tel, cher. ils sont moins beaux Là, que ceux-là. 25 euros. Non, ceux-là ils sont magnifiques, mais en fait tu viens de payer 55 euros ton Kickstarter avec ton scénario et là il faut rajouter les dés à 25. Enfin, je trouve que c'est super cher quoi pour les. Enfin, En plus de ça, pour ceux qui voudraient pas les prendre, vraiment, ils sont pas obligatoires. Ils vont améliorer la lisibilité. oui, voilà, c'est un beau props. Et encore, même pas vraiment, parce que quand tu fais une réussite dans Tales ou dans Alien, par exemple, les dés, ils ont quand même un plus, c'est, en fait, vous jetez vos dés et vous avez même pas, ça vous saute aux yeux si vous faites un test de panique ou si jamais vous gagnez en, je sais pas moi, si vous faites des réussites, ça se voit direct. Là, en fait, comme c'est 7 ou plus, de 1 à 11, il y a aucune différence sur les dés, il y a juste le 12 qui est marqué. Donc ça fait un petit effet quand vous jetez et que c'est un 12, vos joueurs ils sont contents parce que le chrisme de la mire apparaît et ça fait un petit effet, mais en fait ils ne font pas gagner en lisibilité dans la partie, donc ils sont vraiment complètement optionnels. Non, c'est plutôt c'est des beaux props, c'est-à-dire que ça va rendre la table dans l'ambiance et ils sont très jolis, mais c'est Ils sont cher. 100% facultatifs et trop chers. Voilà. Donc quels sont nos c'est conseils pas terminé, à acheter? c'est pas terminé, Vous n'avez c'est pas pas le choix. terminé. Il y a une Ah bon, il y carte a quoi d'autre en néoprène. Ah oui, c'est vrai. Mais elle est sold out, non? Ils vont la reproduire, j'imagine, et au même prix. Ouais. Mais en tout cas, elle est, il y a sur le magasin, elle est disponible mais sold out, donc j'imagine qu'ils vont en relancer et que tu pourras de nouveau t'en procurer à 35 €. Elle est efficace sans être magnifique. C'est pas les meilleures cartes en néoprène que j'ai vues comme ça, notamment celle de Forbidden Lands est incroyablement belle et elle n'était pas beaucoup plus chère, mais c'est un produit sympa. Pareil, c'est un props supplémentaire. Mais comme pour l'instant il y a très peu d'univers, au milieu de la table, ça donne l'ambiance. Ouais, c'est l'ambiance. Vous mettez ça au milieu de la table, voilà. C'est Et l'ambiance. il y a un recueil à venir qui sont en train de teaser, qui est Ouais. je suis censé le recevoir en PDF dans peu de temps. C'est ce qu'ils ont mis pour le premier scénario en tout cas, sur leur page Facebook. Et qui s'appelle À l'ombre de la gloire, qui se veut être une mini-campagne en quelques scénarios, et des choses qu'ils ont publiées, des pages qu'ils ont publiées, ça a l'air du même ordre que le bouquin d'intro, à savoir très belle direction artistique, magnifique dessin, et des scénarios qui ont l'air extrêmement intéressants. Ouais, non mais de toute façon c'est très quali. Hein. Donc voilà, de toute façon l'avis général, c'est franchement si vous hésitez, enfin n'hésitez pas quoi, foncez, c'est super. En plus c'est français, donc franchement go quoi. C'est assez rare pour le souligner. Et c'est un jeu qui a pas mal tourné dans beaucoup de festivals, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dû le connaître, au moins l'apercevoir, parce que cet été il a été un peu partout. Ouais, ça c'est sûr. Et franchement c'est super quali, donc n'hésitez pas à foncer. Si vous avez les moyens, allez-y quoi. Et ben voilà, écoute, du coup, c'est quoi le prochain épisode, Jean? C'est un peu compliqué là. Le prochain épisode, non, c'est pas compliqué du tout. On a dit que là, bientôt, on va se retrouver et on va tourner des nouveaux formats avec un qui sortira peut-être en décembre ou pas, à voir comment ça se passe. Donc, non, rien de compliqué. Moi, je tape plutôt sur janvier, mais on verra. Et puis, il y a surtout le prochain épisode un peu classique. Pour l'instant, c'est pas défini. Enfin, on va dire que ça dépend de certains éléments externes. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on peut pas vous dire. Il faut qu'on joue et on verra bien, mais bon, il y aura des épisodes 1 par mois comme c'est prévu, mais potentiellement, dans les prochains mois, vous allez avoir des épisodes d'une nature nouvelle qui vont arriver. Et on espère que ça vous plaira. Peut-être qu'il y en aura du coup 2 par mois. Peut-être que pouf, 2 par mois. Ça viendra pour peut-être au début alors. On sait pas. Peut-être en cadeau, quoi. Mais on verra. Voilà, on verra. Bon, écoute, à la prochaine du coup. Ouais, c'est ça. On vous souhaite une bonne écoute et puis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Hein. Ça fait toujours plaisir, même si vous avez détesté, allez-y. Voilà, le seum, ça nourrit aussi. Il est temps de conclure cette émission maintenant. Allez, salut. Ah bon, déjà. Bon allez, salut à tous.